Bonjour, moi je m'appelle Alain. Donc je suis chef de car à bord du Tara. Donc je m'occupe du pont en général, de l'entretien du pont, sa maintenance, et puis tout ce qui est relatif à la sécurité sur le pont, l'envoi des voiles. Et aussi, je prends le car comme les autres marins à bord. Donc on veille à la sécurité la nuit comme le jour. Voilà, voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Douglas et je suis ingénieur d'études en biologie marine. Voilà, donc je suis scientifique embarqué. Je travaille pour m'assurer que tous les protocoles sont bien pris à bord du bateau. On travaille en équipe puisque nous sommes 4-5 scientifiques avec l'équipage aussi qui participe. Et voilà, mon rôle à bord du coup c'est d'avoir une continuité sur toute la durée de la mission au niveau de la science, quoi. Voilà, dommage de ne pas vous voir, mais en tout cas, on attend vos questions. Voilà, super. Donc, vous pouvez poser vos questions, soit à l'écrit dans la partie questions, soit à l'oral. Donc, on vous attend pour poser vos questions. Doug et Alain, vous pouvez peut-être nous dire où est-ce que vous êtes en attendant que j'ai des petites questions qui apparaissent. Alors le bateau vient d'arriver à Salvador de Bahia, donc au Brésil. Ok, au Brésil. Alors, vas-y, je t'écoute. En fait, je crois qu'on a un petit décalage. Donc, désolé si je te coupe la parole, c'est qu'on a un petit décalage de quelques secondes. Donc, tu disais, Tara est à Salvador de Bahia pour combien de jours? Voilà, donc jusqu'à jeudi prochain, en fait, on reste sur Salvador, où on fait aussi des visites virtuelles, parce qu'avec le Covid, on ne peut pas forcément faire rentrer les gens à bord du bateau. Mais voilà, on nous a prêté une salle, on s'entretient avec eux, on leur explique un petit peu ce qu'on fait à bord. Donc la mission microbiome, entre autres. Et voilà, voilà. Ça marche, super. Alors, j'ai déjà plein de questions, donc je vais donner la parole au CM1 de la POIA à Beaurepaire. Donc, je vous envoie une petite activation du son. Donc, il suffit d'activer votre son, comme on a fait pendant le test technique, voilà. Et on vous écoute. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lubin. Et où avez-vous vu le plus de déchets? Alors, est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Ok. Où avez-vous vu le plus de déchets? Le plus de déchets, on les voit souvent sur les plages. Voilà, le plastique, il a beau flotter en mer, il finit souvent sur les plages ou alors il finit par couler dans les océans et là, on peut plus trop le voir. Donc, on les voit souvent quand on arrive sur les plages, à terre. Mais aussi, on a remonté un fleuve, on a remonté l'Amazone, et qui est le plus grand fleuve du monde au Brésil. Et c'est vrai que dans l'Amazone, on a pu échantillonner beaucoup de plastique par rapport à ce qu'on échantillonne d'habitude dans les océans. Donc les plastiques, en fait, finalement, à terre, ils peuvent suivre la voie des rivières et des fleuves pour couler ensuite vers les océans. Et ça, c'est ce qu'on a pu observer du coup sur l'Amazone aussi. Merci. Merci à toi. Alors, du coup, maintenant, je vais donner la parole à la classe de Lydie Bonnet. Donc, Lydie. Alors, ça marche pas de votre côté, Lydie. Ah, d'accord. Alors, si ça marche pas, Lydie, je vous propose de poser votre écrit. J'ai l'impression que ça fonctionne pas, donc comme ça, on va passer à une autre question. Donc, on va aller de Nathalie Juilot. Décidément. On vous écoute, Nathalie. Alors, quand vous levez la main, il faut être sûr que votre micro fonctionne. Sinon, on va passer plus de temps dans les détails techniques. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Je vous écoute. Quelle est votre dernière Excusez-moi, 2 petites secondes. Vous nous entendez? Oui. Quelle est notre dernière expérience? C'est bien ça? Oui. Je vais laisser Doug t'en parler. Quelle est votre dernière expérience? Oui.
Oh, excusez-moi, je suis allé chercher un siège. Problème à bord. Quelle est notre dernière expérience? Notre dernière expérience? Ah, j'ai entendu, ouais. Ça marche. Alors, notre dernière expérience, c'était en mer, au large de Salvador de Bahia, au large du Brésil, où nous avons fait toute une journée d'échantillonnage. On a prélevé de l'eau de mer, on a fait des filets à plancton, etc. Et on a été dans le courant nord-brésilien, qui est un courant très puissant. Hein, il va vite, il va environ à 6 ou 7 km/h, donc c'est rapide, c'est à la vitesse de quelqu'un qui marche vite. Et donc c'est un courant qui est très puissant et on a pu échantillonner dans ce courant pour étudier l'effet de l'Amazone sur les océans. Donc voilà notre dernière expérience et nous repartons dans quelques jours pour faire une autre expérience et cette fois-ci ce sera au-dessus de volcans sous-marins. Alors on les voit pas depuis la surface, ils sont sous l'eau, mais ils remontent de 3000 mètres de profondeur jusqu'à environ 40 ou 50 mètres de fond, 20 mètres, voire même 10 mètres. Donc c'est des énormes montagnes sous-marines qui remontent juste sous la surface. Et notre prochaine expérience sera d'étudier ces écosystèmes. Ok, super. Est-ce que tu réponds à ta question? Oui, Super. merci. Merci Merci à toi. Dernier coup final. Donc, j'active votre. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. On vous entend. Oui, on vous entend. Bonjour. Vas-y, c'est Enzo. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 11 ans et je suis en 6e. Alors, je vous posais une D'accord, salut question. Enzo. Pour vous nourrir, vous mangez des boîtes de conserve ou des plats que vous faites? Oh là là, alors tu sais, on a beaucoup de chance à bord du bateau parce que nous avons Sophie avec nous qui est une cuisinière professionnelle qui cuisine très bien. Donc elle travaillait dans des restaurants avant à terre et puis en fait elle adore embarquer sur les bateaux et donc en fait elle est marin cuisinière et donc elle nous cuisine des super plats tous les midis et tous les soirs avec aussi elle prépare le petit déjeuner. On a du pain frais tous les jours parce qu'elle fait le pain elle-même. Et donc, quand on est en escale, comme ici à El Salvador, elle va aller acheter de la nourriture pour, par exemple, 3 semaines. Donc, elle va faire un énorme plein de courses parce que nous sommes 14 personnes à nourrir tous les jours. Et donc, aujourd'hui, c'est sa mission, par exemple. Voilà, donc là, sur les photos, vous voyez, il y a Carole. Moi, je suis avec Carole sur la photo. On a fait du pain, par exemple, avec du levain. Et à droite, il y a Sophie qui est avec des poivrons et des carottes, voilà, qui amène ce dont elle a besoin pour cuisiner le repas du jour. Et donc, elle cuisine que avec des produits frais quasiment. Donc, forcément, au bout de quelques jours en mer, voilà, au bout de 2-3 semaines en mer, il n'y a plus de produits frais. Mais en général, c'est que du produit frais. Donc, on mange très bien. Et là, vous voyez l'approvisionnement du bateau. Donc, on va chercher. Ça fait beaucoup de sacs de courses. Hein. Vous pouvez imaginer avec vos parents là, si vous prenez de la nourriture pour 14 personnes pendant 3 semaines, ça fait des pleins de courses assez conséquents. Mais ça nous permet de bien manger pendant toute la durée d'un trajet, quoi. Voilà, on a de la chance. Merci. Alors, maintenant, nous allons aller dans la classe de Noël Sidonie. Donc, j'active votre son. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Inès. On fait partie de la classe de CM2 de Monsieur Couture et de Madame Noël. Notre question est, est-ce que vous avez déjà visité le 7e continent? Ah, moi, je pense. Ma part, non. On a vu quelque chose parce que du coup, avec l'accumulation, il y a les courants en fait accumulent des fois les plastiques en mer. Et effectivement, ça ressemble à vraiment des grandes nappes de. Mais c'était pas le 7e continent. Si c'est à cette allusion-là que tu fais, c'est à ça que tu penses. Toi, Moi non plus, j'y suis pas allé, mais je sais que Tara y est allée lors d'une précédente expédition. Et donc, ils ont pu s'apercevoir de qu'est-ce que ça veut dire vraiment le 7e continent.
on a cette image en tête où finalement c'est presque des mètres et des mètres de détritus très solides à la surface. C'était pas vraiment ça. C'est plutôt une soupe épaisse à la surface de plastique et de déchets. Donc Tara y allait il y a quelques années. Ouais. Ça marche, merci beaucoup. Alors, j'ai une question à l'écrit maintenant des CM2 de la POYA qui vous demande si c'est facile de vivre sur un voilier et comment vous faites la nuit pour dormir. Eh ben, alors du coup, la nuit, en fait, on se relaie. C'est ce qu'on appelle donc prendre son quart. On fait des quarts donc de 2 heures généralement en journée et des fois 3 heures. Et donc en fait, tous les marins à bord donc prennent un quart et donc se relaient comme ça pour surveiller la navigation, les voiles, voir s'il n'y a pas des pirates qui arrivent, tout ça, tout ça. Et donc après on se repose, chacun son tour. Et ils sont pas seuls pour faire l'écart la nuit. Alors bien sûr, on a nos veilleurs, chers amis scientifiques, qui viennent nous donner un coup de main. Ça marche, très bien. Alors maintenant, je vais donner la parole dans la classe de Camille Lampazac. Donc, on vous écoute pour poser votre question. Bonjour, je m'appelle Kailan et je parle pour la classe, pour les CM1, CM2 de Madame Lampazac et Madame Catouillard. Notre question est, avez-vous surmonté des dangers? Moi, je me souviens par exemple une fois au Chili, il y a du très mauvais temps qui arrivait sur la côte. Et donc, avec le bateau, nous sommes allés nous cacher un peu dans une baie pour se protéger du mauvais temps. Et on a laissé passer le coup de vent pendant 3 jours, ça a duré. Et comme ça, on était protégé de la houle et du vent. Et quand le temps s'est calmé, on a pu repartir pour continuer la route. Voilà un danger qui a été bien géré par le capitaine et les marins. Voilà quelque chose ça me fait penser à ça, mais sinon, peut-être Alain, tu as d'autres exemples? Après, à bord de ce bateau, en fait, on a la chance que c'est un bateau qui est très très bien conçu. Et donc, du coup, en fait, il y a très peu on se sent pas en danger. Alors, bien sûr, faut se méfier. Hein, on veille toujours à éviter les coups de vent, comme dit Doug. Dès qu'on peut, on va s'abriter. Mais on se sent plutôt en sécurité à bord d'un bateau aussi costaud. Voilà. Bon dia. Bon dia. J'espère que ça répond à ta question. Oui, merci. Merci à toi. Alors maintenant, on va aller dans la classe de Cécile Moreno. Alors, voilà, vous pouvez activer votre son. Vas-y, c'est toi qui parles. Est-ce que c'est pas pénible? Bonjour. Bonjour De la part des 5e. De la part des 5e de Zanan. Est-ce que c'est pas pénible d'être toujours au bout de tant de mois sur un bateau, sans le mal de mer et tout ça? Merci. Pour nous, on va te dire non parce qu'on reste à bord, donc ça nous plaît. Et il y a peut-être d'autres personnes qui ont un autre avis. Mais le mal de mer, ça arrive surtout les premiers jours au début en général. Donc voilà, moi aussi, je l'ai eu un petit peu quand on est reparti. Je sais pas, toi, Alain, tu l'as peut-être plus maintenant. Non, je l'ai plus, heureusement. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé au tout début de ma carrière d'avoir le mal de mer. Ça pourrait encore m'arriver si. En fait, il y a des facteurs qui sont aggravants pour le mal de mer. C'est le froid, la fatigue, la faim. Donc, tout ça, si on évite un peu ces facteurs-là, généralement, on tombe pas malade. Et puis, comme dit Doug, au bout d'une semaine, en fait, l'oreille interne commence à s'équilibrer. Et donc, on a moins de mal de mer. Puis, il faut faire des activités. Voilà, et comme il y a beaucoup de choses à faire à bord, on n'y pense plus et puis ça se passe bien. Merci. Merci à vous. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit d'une classe qui n'a pas de micro. Ce sont les CM1, CM2 de Saint-Nicolas de Macherin qui demandent comment vous faites pour avoir de l'électricité sur le bateau. Donc là, ça c'est la partie du chef mécano, Loïc, qui passe à côté de nous. Là. Tiens, Loïc. Ah, Loïc, merci beaucoup.
Voilà. Et donc, pour produire de l'électricité, on utilise donc des groupes électrogènes, principalement. On n'est pas passé par du photovoltaïque ni par de l'éolien, puisqu'on est quand même, on consomme beaucoup quand même d'électricité à bord. Parce qu'il faut savoir que pour faire la recherche, on utilisait des treuils qui demandent beaucoup d'électricité, on utilise des frigos pour conserver les échantillons ainsi que des congélateurs. Et donc on a 3 groupes électrogènes qui sont répartis dans le bateau, un qui est en secours et 2 qu'on fait travailler alternativement. Ok, super, Voilà. merci beaucoup. Génial, merci beaucoup, Alain. Maintenant, je vais aller dans la classe d'Anne-Laure Goudet. Donc, on va activer votre micro et on vous écoute. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a Bonjour. donné envie de travailler pour la fondation Tara Océan? Et alors, Eh moi, je me suis orienté depuis que je suis tout petit sur l'environnement marin. J'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse à être déjà plongeur. Et puis, petit à petit, je me suis orienté vers une carrière de marin en ayant fait des études un peu scientifiques, d'océanographie. Et donc, du coup, petit à petit, je me suis orienté. J'ai vu que Tara faisait ses recherches. Et donc, ça a rejoint un petit peu tout ce que je voulais faire dans ma carrière. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à venir travailler ici. et alors moi, en tant que, du coup, je suis biologiste marin, c'est ce qui me passionne. Et venir sur Tara, c'était un rêve depuis plusieurs années, parce que parce qu'on navigue sur un voilier à la découverte des océans. Et donc, c'est une vraie aventure humaine et scientifique de faire partie de ces expéditions. Et voilà, il y a tout l'aspect de partage aussi avec vous. On est très content de pouvoir vous parler de ce qu'on fait à bord du bateau, de répondre à vos questions sur les animaux marins, etc. C'est un aspect qui est très intéressant pour nous aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui motive toutes les personnes à bord du bateau sont très motivées par cette aventure un peu humaine et scientifique. On a beau avoir des métiers très différents. Par exemple, entre Alain et moi, on a des métiers très différents. Le chef mécanicien, il fait des choses totalement différentes, le capitaine aussi, etc. Mais ça nous rapproche tous d'avoir cette envie de travailler pour la fondation, pour la découverte du milieu marin et le partage aux autres, quoi. Merci. Merci à toi. Alors maintenant, Merci. on va aller dans la classe d'Isabelle Labéguéry. Je On suis écoute du votre- micro. Vous me laissez réfléchir, s'il vous plaît. Mais vous pouvez n'entendre personne. Il vous suffit certainement de vérifier les paramètres au devoir. Pourquoi suis-je uniquement pour les deux? Alors, alerte. Pourquoi tu arrêtes, s'il te plaît, Léo, sinon je t'envoie chez Madame Juge. Si vous devez rejoindre une utilisez le navigateur, relancez le téléchargement, installez le logiciel directement ici. Mais tout ça, ça a été installé, donc c'est un petit On va changer Madame Labéguéry. On vous entend, madame. Alors, Madame Labéguéry, si vous nous entendez, vous pouvez poser votre question. coup. Elle n'est pas très bonne, mon expérience, parce que de façon générale, êtes-vous satisfait? Mais c'est pas ça, je m'en fiche. Je pense qu'elle est en train de faire autre chose. Alors, on est Ouais, dans je la vous entends. classe. Non, mais c'est ça. Dans la classe de Pierre-Luc Martinez. Donc, vous pouvez poser votre question. Si le micro fonctionne chez vous. Alors, je vous envoie une petite demande d'activation. Il faut cliquer dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez si il y avait un accident grave et avec un ou plusieurs blessés en pleine mer? Oh là là, sacrée Faut question. espérer. Heureusement, on est plusieurs marins en fait à être formés. On a une formation qui s'appelle le Medical 3. Et cette formation est très très pointue. On fait des stages à l'hôpital pour pouvoir apprendre les soins de première urgence. Et ensuite, on a la chance d'avoir des médecins qui travaillent dans un hôpital à Toulouse et qui nous guident en fait. Donc, ils connaissent exactement tous les médicaments qu'on a à bord. Parce qu'effectivement, quand on est qu'on est au niveau des pôles, il y a personne qui peut nous aider. Donc, il faut
On fait ça de nous-mêmes. Donc, généralement, c'est le second capitaine et le capitaine ont cette formation, le médical 3. Et donc, ils appellent le médecin, ils font un diagnostic. Et en fonction du diagnostic, le médecin va nous dire quels soins il faut appliquer. Donc, des fois, oui, ça peut être grave. Donc, si c'est vraiment très grave, on se rapproche des voies maritimes les plus proches, des autres bateaux qui peuvent avoir un hôpital à bord, ou alors on se rapproche des côtes. Et dans ce cas-là, on va faire une évacuation sanitaire. Et donc, la personne, elle est prise en charge par les gardes-côtes qui arrivent en hélicoptère ou en vedette, si on n'est pas trop loin. Et suivant la gravité en fait de l'accident, c'est vrai que ça peut arriver, mais on veille tellement à la sécurité à bord que tout se passe bien. Voilà. D'accord, merci. Merci Merci à à toi. toi. Alors, on va retourner dans la classe de Lydie Bonnet qui du coup posait… Ah bah du coup, c'est exactement la même question, donc c'est parfait. Donc, on va aller dans la classe de Bérangère Vastel. Oui, bonjour. Bonjour. Tu te présentes? Tu Bonjour. parles bien fort. Je m'appelle Néophèle et je suis au Collège Île-de-Loire. Et quel est l'animal marin et le plus extraordinaire que vous ayez vu? Alors pour moi, Bien. le plus extraordinaire que j'ai vu, c'était le dauphin de l'Amazone. Et en plus, c'était très récemment, c'était il y a 3 semaines. Donc l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. Il y a une espèce de dauphin qui vit uniquement dans l'Amazone, donc uniquement dans cette eau douce qui est très chargée en sédiments, en particules de la forêt, etc. Et c'est le dauphin rose. Voilà, on l'appelle aussi le dauphin rose de l'Amazone. Et il a une tête qui est complètement différente de tous les autres dauphins que tu peux voir. Voilà, donc il faudra que vous demandiez à votre maîtresse de regarder une photo du dauphin rose de l'Amazone. Il est très particulier. Et c'est un dauphin qui est très rare puisqu'il vit que sur l'Amazone. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises nager autour du bateau. Ils étaient assez curieux en fait de ce qu'on faisait sur le bateau. Et voilà, donc on les a vus plusieurs fois. C'était super d'avoir cette opportunité de les voir. Merci. Toi, Alain, Et moi, pour ma part, c'était le kraken. Vas-y, alors. Ah bon. Pour moi, c'était le kraken. Le kraken, c'est le poulpe géant. Et donc, c'était sur une plage en Méditerranée. Il était échoué. Et il faisait 18 mètres de long. Donc, avec les tentacules déployés, hein, c'était pas sa tête qui faisait 18 mètres. Mais la bête étendue tout le long sur la plage, elle faisait quand même 18 mètres de long. Donc, ça donne un peu une idée des choses extraordinaires qu'on peut voir sous la mer. Voilà. Ah ouais, ça devait être fou. Il était grand Alors comme ça. Alors maintenant, on va activer le son de la classe d'Elisabeth Vignacourt. Et ensuite, on fera un petit quiz. Donc, Elisabeth, on vous écoute. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Nisrine et ma question est: a-t-il des microbiomes mâles et femelles? Des microbiomes mâles et femelles. Oh là là, alors laisse-moi quelques secondes pour réfléchir. Oui, vous en Alors la plupart des phytoplanctons, ils ne sont pas mâles ni femelles. Donc ça c'est pour le phytoplancton. Par contre pour le zooplancton, donc un peu si tu veux les crustacés, les petites crevettes, etc. Là on a bien des mâles et des femelles, mais ça fait un peu moins partie du microbiome parce que c'est déjà des animaux assez gros. Donc pour les tout petits animaux ou plantes microscopiques, la plupart ne sont pas ni mâles ni femelles, mais il peut y avoir certains organismes effectivement qui ont ce type de reproduction un peu sexuée, mais c'est loin d'être ce que tu as en tête avec des grosses différences de morphologie, etc. Donc je dirais que pour le microbiome en général non, il n'y a pas de mâles et de femelles, mais il peut y avoir des cas particuliers par contre. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que ça répond à ta question? Alors, je pense que oui. Alors, j'ai une question un peu du même genre. Est-ce que tu pourrais, Doug, s'il te plaît, expliquer ce qu'est le microbiome exactement? Oui.
Alors, pour reprendre cette idée du microbiome, le microbiome, ce sont tous les micro-organismes présents dans l'eau de mer avec leur environnement associé. Donc, il faut savoir que quand on boit la tasse, par exemple, quand vous êtes à la plage et que vous buvez la tasse, en fait, vous buvez des milliers d'organismes microscopiques. On les voit pas. C'est des toutes petites cellules que là, vous pouvez voir sur l'écran en photo. Donc, c'est des cellules qui sont très jolies et c'est des organismes vivants. Voilà, donc ces organismes-là, ils vivent quelques jours, ils se reproduisent et après ils meurent. Et ça, c'est présent dans tous les océans du globe. Et donc, voilà ce qu'est le microbiome. Et donc, il y a des milliers d'espèces différentes qui constituent le microbiome. Pour la plupart, c'est de eux qu'on parle quand on parle de phytoplancton ou de zooplancton. Donc, c'est des microalgues, par exemple, ou des micro-crustacés, des micro-crevettes, etc. Et ils ont tous un rôle très important dans l'écosystème, puisque, par exemple, toutes ces microalgues, tout ce phytoplancton, va produire la moitié de l'oxygène dans les océans. Et cet oxygène, il va transférer dans l'atmosphère. Donc, je ne sais pas où sont vos classes, mais il y a sans doute des classes qui sont sur la côte ou dans les terres. Ben, même si vous habitez dans les terres, la moitié de l'oxygène que tu vas respirer dans ta salle de classe en ce moment, ben, il va avoir été créé par le microbiome marin. Donc, il a été créé dans les océans, il a traversé dans l'atmosphère et il a rejoint les terres partout sur la surface de la Terre, quoi. Donc c'est impressionnant comme service qu'ils nous rendent parce qu'ils nous créent cet oxygène qui est vital pour nous. Et puis voilà, ils sont très nombreux. On les voit pas, mais ils sont très très nombreux et ils ont des grands impacts pour la vie sur Terre. Par exemple, c'est aussi le microbiome qui est à la base de la chaîne alimentaire. Donc les tout petits organismes vont se faire manger par des plus gros, etc., etc. Petit à petit, on va remonter la chaîne alimentaire et puis comme ça, les poissons ils vont pouvoir se nourrir. Donc s'il y a des poissons dans les océans, c'est grâce à ce microbiome, puisque les poissons directement ou indirectement se nourrissent du microbiome. Voilà, c'est un très vaste sujet, mais comme ça tu as quelques exemples pour comprendre. J'espère que tu auras compris un peu qu'est-ce que c'est. Voilà, et du coup, vous vous rendez compte que le microbiome, c'est des organismes tout petits qu'on voit même pas à l'œil nu, mais qui du coup rendent plein de services à l'homme. Et du coup, Doug vous disait qu'il y avait peut-être des classes qui étaient sur la côte. Donc, on va faire un petit quiz. Je vous invite à aller sur un nouvel onglet de votre navigateur ou sur un téléphone, sur le site qui s'affiche à l'écran. Alors, dès que le petit encart écrit sera parti, donc tout en haut, vous allez sur www.menti.com. Et une fois sur ce site, on va vous demander de rentrer un code, donc qui est celui qui s'affiche également en haut de l'écran, donc 68 19 98 47. Et là, vous allez avoir plusieurs questions. Et donc la première, pour voir si vous avez bien écouté, c'est où se trouve la goélette aujourd'hui. Donc Alain et Doug, tout à l'heure, vous ont dit où est-ce qu'ils étaient. Donc là, vous pouvez replacer le curseur qui s'affichera à votre écran pour positionner la goélette. Donc du coup, vous allez sur www.menti.com et vous rentrez le code 68 19 98 47. Et donc on a une première question qui est où se trouve la goélette aujourd'hui? Et vous verrez que la question d'après, c'est où vous situez-vous? Donc comme ça, on saura où est-ce que vous vous situez. Alors, donc on va voir les réponses qui s'affichent en même temps. Voilà, on a une première réponse. Alors, on a 3 petits points, 4 petits points. Je vous laisse tous placer le curseur et ensuite on demandera à Alain et Doug de nous confirmer la position. Donc pour l'instant, vous êtes tous au large de l'Amérique du Sud. On a 6 réponses, vous êtes une vingtaine aujourd'hui, donc on va attendre un tout petit peu que tout le monde se connecte. Donc pour ceux qui sont en train de se connecter, c'est www.menti.com et vous utilisez le code 68 19 98 47. Donc on a un nouveau point qui vient d'apparaître en large de l'Amérique du Sud. Donc je pense que vous êtes plutôt chaud. Je pense que c'est plutôt bon. Alors Alain et Doug, est-ce que vous pouvez nous confirmer nous dire exactement où vous vous situez sur la carte? Alors on a de plus en plus de votes. Alain et Doug, vous nous entendez? Oui, oui. Ah, super.
Alors, du coup, est-ce que vous pouvez On nous- aurait besoin d'agrandir un petit peu la fenêtre. Ah mince, c'est pas assez grand. C'est pas notre cas. Bah, si c'est pas assez grand, moi, je peux vous Là, je pense- confirmer que du coup... Vas-y. Alors, vous voyez suffisamment? Sinon, les enfants, c'est à peu près là, pour ceux qui voient bien l'écran, c'est à peu près là où il y a le 7. Donc, c'est entre le 7 et le 6. Donc, vous avez tous grosso modo raison. C'est pas facile de placer le curseur. Donc, voilà, effectivement, Tara est au large du Brésil, donc à Salvador de Bahia. Et j'avais une question à l'écrit tout à l'heure, Doug et Alain, qui était pourquoi vous êtes arrêtés à Salvador de Bahia? Bah, très bonne question. On s'est arrêté à Salvador parce que c'est une ville qui est importante au Brésil. Le bateau a besoin de faire des escales, que ce soit pour faire l'avitaillement dont on parlait tout à l'heure, donc tout ce qui est alimentaire, aussi pour faire des réparations. Là, on est en train de faire quelques petites réparations sur le pont. Et puis, on a donc, des partenaires qui sont à Salvador, qui nous ont aidés à construire toute la mission et donc qui nous ont accueillis pour faire de la sensibilisation également. Et après, voilà, c'est une ville qui est un peu sur notre route aussi. Toi, Doug, tu pensais à autre chose? Non, non, c'est ça, ouais. Super, génial. Et ben alors, du coup, maintenant, on va passer à une deuxième question. Donc là, les enfants, vous pouvez positionner votre école ou votre collège. Donc, vous pouvez placer le curseur là où se situe votre établissement scolaire. Comme ça, on verra où vous êtes. Donc, alors, pour ceux et celles qui étaient en train d'aller sur le site, c'est toujours pareil, c'est www.menti.com et vous rentrez le code 68 19 98 47. Alors, on a un point en PACA vers Marseille, on en a deux en Rhône-Alpes. Hier, pendant les directs avec Yves et Elena, on en avait beaucoup dans les Pays de Loire. Donc là, on en a en Hauts-de-France, en Aquitaine. Oh, dis non, il y en a plein dans le Rhône-Alpes, en Normandie, dans les Pays de Loire, comme quoi. Alors, bah dis donc, le Rhône-Alpes aujourd'hui, c'est une représentation. Comme par hasard, en Rhône-Alpes. Il y en a trois en Aquitaine. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y en a un dans PACA qui est au bord de bordure enfin, sur la côte. Mais les autres, vous êtes plutôt dans les terres, pas trop loin de la mer quand même, mais plutôt dans les terres. Super, génial. Alors, on va passer à la question d'après. Alors, à votre avis, combien est-ce qu'il y a de membres d'équipage sur Tara? Donc, trois possibilités. Soit il y en a 10, soit il y en a 14, ou soit il y en a 18. Alors, on vous laisse répondre et après, ce sera à l'équipage de vous donner la réponse. Alors, il y a une grande majorité de classes qui pensent que vous êtes 14 sur Tara. 10, bon, je pense que plus que grande majorité. Bon, bah là, tout le monde pense que vous êtes 14 sur Tara. Est-ce que Alain et Doug, vous pouvez nous dire combien vous êtes exactement et pourquoi vous êtes ce nombre-là? Effectivement, on est bien 14. Donc, on est 6 marins. Et donc, la plupart des autres sont scientifiques, correspondants de bord. Et de temps en temps, on a la chance d'accueillir une artiste aussi à bord. Et donc, en tout, on se retrouve bien à 14. Donc, en membre d'équipage, on a donc un capitaine, un second, un chef mécanicien, un chef de pont, une marin cuisinière et un 6e marin. Voilà. Et après, les scientifiques, je laisse plus la partie à Doug. Bah, nous sommes 4 scientifiques pour travailler sur les protocoles, plus un scientifique qui va mettre en place les gros instruments du bateau. Et voilà. Et comme disait Alain, un journaliste embarqué, un ou une artiste. Et aussi souvent dans les pays que nous traversons, on embarque un observateur du pays. Donc par exemple, là nous avons avec nous un observateur brésilien qui est là bah, pour regarder ce que l'on fait, voilà, s'assurer qu'on respecte bien les protocoles du bateau, ce qui était annoncé, etc.
Et donc on est 14 parce que le bateau est limité à 14 personnes. Et donc on est à la capacité maximale du bateau. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Bravo tout le monde avait bon. Donc, on va repartir sur les questions. Alors là, j'ai une question de Thibaut qui demande pourquoi le plancton et les autres microbiomes ne sont pas détruits par l'azote liquide. Ah. Ils sont pas détruits, mais ils sont tués en tout cas. L'azote liquide, il est à moins 200 degrés. C'est très très froid. Quand on débouchonne la bouteille d'azote liquide, ça fait de la fumée tellement c'est froid. Et il n'est pas tué, mais il est conservé. Donc, si tu veux, si on le remettait le plancton à température ambiante, il pourrait pas revivre. Hein. Il est bien mort. Par contre, il est très bien conservé et ça nous permet, en fait, plusieurs mois après sa capture, de bien l'étudier sous toutes ses formes, quoi. Donc, principalement son génome, son ADN, etc. Mais bon, on n'a pas que l'azote liquide pour conserver le plancton. On peut aussi le conserver dans d'autres produits comme dans des produits chimiques. Et suivant ce qu'on veut faire avec l'échantillon, on va choisir telle ou telle méthode. Voilà. Chaque méthode est destinée à un but en particulier. Donc pour nous, l'azote liquide, c'est surtout l'ADN ou les pigments. Voilà, là vous pouvez voir sur la photo toute la fumée qui sort de la bonbonne d'azote liquide. C'est assez impressionnant quand on doit récupérer les tubes du coup. Et donc on a aussi d'autres manières de les conserver. Ça peut être dans de l'alcool, dans du formol. Voilà, ça dépend ce qu'on veut faire ensuite avec l'échantillon. Super, merci beaucoup Doug. Alors on va retourner dans la classe des CM1 de la Poya à Beaurepaire qui donc les élèves ont une brésilienne dans la classe. Donc du coup on va écouter leurs nouvelles questions. Donc vous pouvez activer votre son et poser votre question. Alors j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous avez peut-être... Ah voilà. Vas-y Timothée. Bonjour, je m'appelle Timothée et la question c'est quel membre de l'équipage est resté le plus longtemps sur le bateau? Excuse-nous, on n'a pas compris ta question. Quel membre de l'équipage est resté le plus longtemps sur le bateau? Quel membre d'équipage est resté le plus longtemps sur le bateau? C'est ça. En fait, on a tous un peu le même système de rotation. On fait environ 3 mois à bord et après 3 mois à terre. Voilà, ça c'est la base pour les marins et pour moi. Et voilà, après il y a des petits ajustements aussi pour les personnes, mais globalement on reste tous la même durée sur le bateau. Moi cette année par exemple j'aurais fait 7 mois et demi. 7 mois et demi. Ouais, moi je sais que le chef mécano là bientôt il va faire 4 mois et demi à bord, ce qui commence à être un petit peu long quand on a de la famille, voilà, donc qu'on a des enfants. Mais je sais que lui, c'est un petit peu normalement ça se passe pas comme ça, mais disons que là c'est en fonction aussi des legs. Et là il y a une grande distance à parcourir. Le bateau il doit aller donc de la pointe de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Afrique du Sud. Et donc du coup ça fait des grandes distances à couvrir. Donc du coup là je sais qu'il va faire un petit peu plus longtemps à bord. Voilà. Merci. Esther va vous dire bonjour en brésilien. Bon dia. Bonjour Esther. Comment allez-vous? Bon dia. Bon dia. Dans ta langue. Tudo beleza? Oui. Vous posez une question. D'abord. Une question. On va dire au revoir, merci. Merci. Obrigado. Merci. Tu es brésilienne? Oui, c'est la petite brésilienne, mais elle comprend pas tout encore. Ça marche. Ah, super. Et elle est de où au Brésil alors? De Salvador de Bahia. Oh, bah dis donc. Ah oui, c'était la coïncidence. C'était la c'est... coïncidence. Ça fait 2 mois qu'elle est en France. Ah bah c'est une super ville. Ouais. Elle le sait, elle nous en parle. Ok. Super.
Génial. Ouais, elle a raison. C'est vraiment une ville incroyable, une super énergie. C'est la musique partout dans les rues. Donc, faut que vous vous fassiez inviter par sa famille. Oui, toute la classe. Merci. Merci à vous. Alors maintenant, j'ai une question à l'écrit d'une classe qui n'a pas de micro. Quelle est la recherche ou la trouvaille la plus importante que vous ayez faite? Alors, c'est une très bonne question qui est difficile à répondre, mais je crois que Tara Océan, les premières expéditions, le fait de autant échantillonner le microbiome sur toute la surface du globe, hein, des écosystèmes les plus froids aux écosystèmes les plus chauds, dans de l'eau salée, dans de l'eau douce, donc vraiment en essayant d'avoir la plupart des écosystèmes de la planète, de la surface jusqu'aux abysses. Mais cet inventaire, cet état des lieux n'avait jamais été fait. Et donc c'est ça la plus grande trouvaille déjà de Tara, c'était de faire un énorme travail d'inventaire de la biodiversité du microbiome. Et donc ça a duré pendant des années, quoi. Et donc voilà peut-être le plus grand résultat de Tara, c'était de permettre une meilleure compréhension de cette énorme diversité du vivant dans les océans pour ces tout petits micro-organismes que l'on ne voit pas, mais qui ont un rôle énorme pour la planète Terre, quoi, et pour nous les humains aussi. Voilà, Alain, tu as peut-être des idées sur... Non, je pensais un peu comme toi. Ouais. Ça marche. Ok, bah merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Alors, je ne sais pas comment est votre connexion et les branchements à bord, mais on a une question de la classe de Céline Moreno qui demande si vous pouvez nous montrer un petit peu autour de vous, dans le bateau. Ouais, bien sûr. Alors, ça risque de couper à un moment donné, mais on reviendra vers une zone plus safe de connexion. Alors, on va débrancher un peu l'ordinateur et on va se balader avec l'ordinateur. Comme ça, on va vous montrer ce qu'il y a autour de nous. Bah non, tu peux montrer la théorie peut-être avec la caméra. Ok, donc là, vous êtes dans la Bah timonerie. là, du coup, on est sur la timonerie. C'est là que le bateau est commandé par le capitaine et par les marins comme Alain. Donc là, il y a la manette des gaz, par exemple. Il y a les informations des moteurs qui sont ici. Donc on sait à quelle puissance les moteurs tournent. Il y a tous les instruments de navigation. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il y en a quand même beaucoup. Quand on connaît ça, c'est très impressionnant. L'anémomètre, le GPS. Si on a deux écrans noirs là, mais normalement c'est la carte. La carte qui s'affiche ici. Là, il y a la carte de navigation. Voilà, vous pouvez voir où on est exactement par rapport à la carte de tout à l'heure au niveau du Brésil. Donc voilà, c'est la timonerie. Après, on peut laisser faire l'ordinateur et vous préférez quoi, à l'intérieur du bateau ou l'extérieur? Je pense que les deux, c'est très bien. Faites comme vous pouvez, vous, avec la connexion, on peut essayer. Et puis en fonction, commence par dehors. Si vous pouvez dehors, vous pouvez. Et puis nous montrer le pont, par exemple. Comme vous pouvez. Comme vous pouvez. Alors, on a un poulpe de câble à côté. C'est trop compliqué. Je montrerai des photos si c'est trop compliqué. C'est super si vous pouvez, mais... Hop, non, c'est... Bah alors, tout de suite, en sortant de la timonerie. Il y a le pont arrière du bateau. Voilà. Sophie, dont on vous parlait tout à l'heure, qui nous cuisine les super plats. Léo à côté. Le chef mécanicien. Salut. Voilà. Et donc là, c'est le pont arrière du bateau. C'est là que tout le travail est réalisé sur la science, etc. On peut vous montrer la rosette, par exemple. Ah, super. Là, il y a Yves, le second du bateau, et Alessandra, qui est brésilienne, qui était scientifique avec nous. Bonjour. 500 élèves.
Voilà, donc Loïc par exemple qui travaille sur la table. Et là la rosette. Donc c'est ça qui nous sert à prélever de l'eau de mer. On peut prélever environ 100 litres d'eau de mer grâce à la rosette qui est ici. Donc c'est des grandes bouteilles là. Je sais pas si vous voyez. On voit, c'est Mais voilà, il y a environ 12 bouteilles en fait tout autour. Et donc c'est cet instrument là qui est assez gros et lourd que nous déployons en mer pour récupérer l'eau de mer. Voilà, on a un laboratoire qui est là-bas. Il y a des filets aussi à plancton. Et on peut vous montrer l'intérieur du laboratoire. Allez, super. On vous suit. Hop. Donc là, c'est un petit laboratoire qui est sur le pont du bateau avec beaucoup de matériel pour faire des filtrations, pour faire nos échantillons de plancton. Oh, je pense que c'est trop loin de la source. On t'entend plus très bien, Doug. Par ici, l'époxy, ce sera pas un jour férié, ce sera demain. Hein? Est-ce que la connexion est revenue? Ouais, c'est bon. Dommage, ça a coupé dans le labo. Non, ça a coupé. Je vais montrer une fois. Comme ça, vous Ça a verrez coupé le dans le labo. labo. Bon. Ouais, c'est ça. On a vu avant, c'était super. Beaucoup, ouais, c'est génial. Et là, vous voyez. Hop. Là, on continue. On est dans une déconstructive. On a toutes nos VFI là, qui sont rangées ici là. Voilà, nos brassières. Hop. La cuisine. Génial. Donc, vous voyez, c'est une vraie cuisine. Comme c'est où? Le capitaine en train de travailler à sa table. Sam. Et... Salut Sam. Donc, vous êtes dans quelle pièce vous êtes? Là, on est dans le carré principal. Voilà. Voilà, dans le carré. Et on arrive dans le PCcom où on a la correspondante de bord et Samuel et Martin qui sont là en train de travailler. Voilà. Génial. Et combien de bateaux, voilà pour la petite visite, on va pas pouvoir. Alain, tu m'entends? On n'a pas entendu. Oui. Alors, combien de mètres de long fait le bateau, nous demande la classe, les 5e B. Combien de mètres de long? Alors, le bateau fait 36 mètres de long. 36 mètres. Ok, super, génial. Bah, merci beaucoup, c'est super. C'est génial. Alors, on va prendre une question à l'oral, du coup, maintenant. Alors, dans la classe de Nathalie Vuillot. Alors, à toi, vous nous entendez? Je vous entends. Oui, on t'entend. Bonjour, je m'appelle Zoé. Je suis en CM1 dans la classe de Saint-Pancras. Est-ce que c'est difficile de faire des expériences à cause des vagues? C'est une très bonne question. Eh ben, effectivement, oui, de temps en temps, eh ben, on doit attendre un petit peu pour mettre des engins à l'eau parce que le bateau, il a des formes qui roulent énormément, qui bougent énormément. Et des fois, bah, c'est un peu compliqué pour mettre les engins à l'eau. Surtout la rosette hein, qui est très très lourde hein, une fois qu'elle est chargée. Donc, on doit l'amarrer. Donc, des fois, c'est pas évident. Ouais, Doug, t'as quelque chose à rajouter? Ouais, non, mais Zoé, t'as tout à fait compris. Hein, quand la mer est calme, c'est très facile de travailler. Par contre, quand il y a des vagues, là, le travail devient beaucoup plus compliqué et plus long. Et voilà. Bon, on préfère quand la mer est calme, ça c'est sûr. Merci. Merci. Merci à vous.
Alors, on va retourner dans la classe de Sidonie Noël pour une nouvelle question. Allez, Ça arrive. C'est laquelle, mec? Celle pour la Normandie. Bonjour, je m'appelle Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Sacha. Est-ce que vous êtes déjà venu en Normandie? Sur les côtes normandes. Bah oui, moi je suis déjà venu en Normandie. Ouais, tu habites où? Qu'avez-vous étudié? Qu'avez-vous étudié? Alors du coup, alors, mais voilà, on t'entend pas trop. Alors, Qu'avez-vous étudié? Sur les côtes. alors là, je ne saurais pas te dire comme ça, mais je sais que le bateau va assez souvent, enfin, tout est relatif parce que là, on est parti pour 2 ans autour du monde. Mais il y a une petite année environ, le bateau a été plutôt en Bretagne, vers Brest, pour étudier des coccolithophores, qui sont du phytoplancton, avec des carapaces de calcaire. Donc il faudra que votre professeur vous montre ce que c'est. Et donc tu sauras que les coccolithophores, avec leurs carapaces de calcaire, c'est eux qui ont formé les falaises d'Étretat en Normandie, justement. Tu dois connaître si tu es de Normandie. Voilà, donc les falaises d'Étretat, c'est une accumulation de cellules microscopiques de coccolithophores. Donc voilà, le bateau est allé étudier ces organismes-là plutôt vers la Bretagne, mais je pense qu'il est aussi déjà allé vers la Normandie. Merci. Merci. Merci à vous. Et du coup, les coccolithophores, vous voyez sur la photo, c'est le micro-organisme, donc l'être vivant qui est tout en bas à droite. Donc ça fait comme des petites assiettes, c'est comme s'il empilait plein de petites assiettes autour de lui. Et alors du coup, pour enchaîner sur le microbiome, j'ai 2 questions. Combien de plancton vous récoltez par jour et comment ils réagissent face au changement climatique? Alors par jour, on récolte environ 250 à 300 échantillons. Donc ça fait quand même un gros travail pour tout le monde à bord. Ça fait beaucoup d'échantillons. Donc quand on envoie tout ça, ça fait des milliers d'échantillons qui doivent partir vers la France et vers les laboratoires. Voilà, on envoie ça tous les 2 ou 3 mois environ. Donc ça vous donne une idée du nombre d'échantillons qu'on envoie. Et alors, oui, le microbiome est sensible au changement climatique. Il y a certaines zones dans l'océan qui se réchauffent, d'autres qui vont être plus fraîches. Et donc, ça va impacter bien sûr la géographie du microbiome. Donc, par exemple, il y a certaines espèces qui vont migrer ailleurs pour retrouver les températures qu'ils apprécient. Et donc, pour certaines, ils vont devoir partir, alors que d'autres vont pouvoir venir dans ces nouvelles zones. Donc ces effets-là sont déjà observés et donc c'est un phénomène qui est très important à étudier pour comprendre ce qui va se passer dans le futur également, quoi. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup. Alors pour terminer ce direct, je vous invite à retourner sur menti.com pour répondre à une dernière question qui du coup, comme ça, on enchaîne sur la science. Et du coup, la question qu'on vous pose maintenant, c'est à quoi sert un instrument scientifique qui apparaît à l'écran? Vous voyez ce filet qui flotte à la surface de l'eau. Alors, à quoi sert cet instrument scientifique? Donc, on a 2 possibilités. Soit il sert à collecter du plastique, soit il sert à pêcher des poissons. Alors, à votre avis, à quoi il sert? Et une fois que tout le monde aura répondu, on demandera à Doug et à Alain de nous répondre. Donc, alors, vous êtes une majorité. Alors, tout le monde pense que cet instrument scientifique, je ne sais pas si vous connaissez le nom, il sert à collecter du plastique. Alors, on a 13 votes pour le plastique, une grande majorité. Alors, Alain et Doug, est-ce que vous pouvez nous donner la réponse? À quoi il sert cet instrument scientifique et comment il s'appelle? Eh ben, il s'appelle le manta. Et donc, effectivement, il sert bien à collecter du plastique. Parce que bon, ben, les gros fragments de plastique, avant de se décomposer en micro-fragments, eh ben, ils sont beaucoup en surface. Et donc, on échantillonne ces plastiques en surface
des océans avec cet appareil. Ok, super, génial, merci beaucoup. Donc bravo tout le monde. Effectivement, le filet mental, il sert à collecter les morceaux de plastique. Et alors pour finir, vous pouvez, alors si j'arrive à passer la slide, voilà. Là maintenant, c'est à vous de taper un mot. Et du coup, pour Alain et Doug, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cet échange avec Alain et Doug? Donc vous pouvez taper directement un mot. Je crois que vous pouvez en faire 3, enfin 3 fois un mot. Et donc ça s'affichera au fur et à mesure à l'écran. Donc comme ça, Alain et Doug sauront ce qui vous a le plus plu dans cet échange. Donc c'est à vous, on vous écoute. Enfin, on regarde l'écran. Alors le quiz, super, tant mieux si ça vous a plu. Les dauphins, le microbiome, le réel. Donc j'imagine la petite balade sur Tara. C'est vrai que vous avez de la chance, vous avez pu voir le pont, les autres membres d'équipage, la visite, super. D'avoir vu le bateau, visiter le bateau. Bon, effectivement, je pense qu'il faudra qu'on le fasse plus souvent quand la connexion le permet. J'ai l'impression que ça a beaucoup plu. Vous êtes sympathique, le bateau, la visite, les dauphins. Il faudrait que on arrive à avoir une photo des dauphins roses ou qu'on puisse voir les dauphins, ce serait super. Il y a tellement de monde. Bon, bah, en tout cas, tant mieux si ça vous a plu. Merci beaucoup à tous. J'imagine qu'il reste encore plein d'autres questions. Mais en tout cas, merci de votre participation. J'espère que vous avez appris plein de choses et comme ça, vous avez pu en savoir plus sur le bateau, sur la mission. Donc, merci à vous et je vous souhaite une bonne journée